Bonjour à toutes et à tous, nous allons débuter. J'espère que tout le monde m'entend bien. Je suis Valérie Laramet-Tanberg, je préside de l'Association française des journalistes de l'environnement, hôtesse de ce webinaire un peu particulier parce que d'habitude, nous organisons des webinaires à destination uniquement de nos adhérents. Et cette fois-ci, la situation nous a semblé suffisamment grave. Je crois que le terme n'est pas galvaudé pour une fois, pour pouvoir associer finalement le plus de parties prenantes à ce débat qui est consacré à la charge la plus incroyable contre la science qu'on ait probablement vue depuis Lysenko dans les années 30. Donc, vous le savez, depuis l'entrée en fonction de Donald Trump, les sciences de l'environnement et du climat subissent une charge impressionnante. On voit jour après jour des licenciements de chercheurs, euh, plus, euh, de façon plus étonnante, l'administration fédérale interdit désormais à des climatologues sous contrat public de s'exprimer publiquement et de quitter même le territoire des États-Unis. L'administration a également supprimé des programmes de recherche sur le climat, effacé des milliers de pages consacrées au climat et à l'environnement sur un certain nombre de sites d'agences fédérales. On voit indirectement baisser certains financements universitaires. Il y a des coupes également pour déborder un petit peu le cadre de l'environnement et du climat, des coupes de crédits dans les instituts nationaux de la santé et le démantèlement du plan fédéral de réforme écologique et sociale pour la protection de l'environnement, le développement des énergies renouvelables. Voilà. Alors tout ça n'est pas formellement une surprise puisque c'était des mesures qui étaient annoncées dans le Project de 2025 des conservateurs américains qui sert à l'évidence de base idéologique à la nouvelle administration. On n'imaginait peut-être pas que ces mesures terribles soient mises en œuvre aussi vite et de façon aussi brutale. La dernière en date, ou l'une des dernières en date, étant le démantèlement en quelques jours de l'USAID, l'agence d'aide internationale des États-Unis, créée par Kennedy, qui entrave désormais l'aide de centaines d'ONG humanitaires dans le monde entier, ce qui indirectement nuit à la santé de millions de personnes dans les pays en développement. Euh, J'ajoute, pour terminer mon introduction, que la censure de climatologues américains menace d'ores et déjà, et ça on en parlera bien évidemment, la production, en tout cas dans les temps prévus, du septième rapport d'évaluation du GIEC. De même que l'arrêt du partage de certaines données météorologiques, celles produites par la NOAA, risque d'amoindrir la qualité des prévisions météorologiques, non seulement aux États-Unis, mais également dans le monde. Pour terminer, il semble que l'Argentine ait aussi décidé d'emboîter le pas à l'administration de Trump avec le démantèlement en cours du CONICET, qui est l'équivalent argentin du CNRS. Donc, pour évoquer tous ces sujets, nous avons convié Valérie Masson-Delmotte, qui est paléoclimatologue au LSCE, qui est ancienne coprésidente du groupe 1 du GIEC, c'est le groupe qui s'occupe des bases physiques du climat. Céline Guivard, qui est économiste du changement climatique au CIRAD, qui est également autrice du dernier rapport, dans le dernier rapport du GIEC. Annie Dan, qui est mathématicienne et historienne des sciences et qui a beaucoup étudié les négociations climatiques. Elle a d'ailleurs produit un formidable bouquin qui s'appelle 20 ans de négociations climatiques il y a quelques années maintenant. Et nous attendions également, mais il pourra prendre le train en marche, Jean Jouzel, glaciologue, et ancien coprésident du groupe 1 du GIEC. Et peut-être arrivera aussi Sonia Severin-Natney, physicienne du climat à l'école polytechnique de Zurich, et toujours coprésidente du groupe 1 du GIEC. Voilà. Valérie Masson-Delmotte, merci de nous consacrer du temps. Merci aussi à Céline, Annie et aux autres. Comment voyez-vous la situation aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qu'on avait déjà vu durant le premier mandat de Donald Trump ou est-ce que cette situation est véritablement inédite? Non, non, c'est très différent du premier mandat de Donald Trump. Donc, je me souviens très bien du moment de son élection.
Je me souviens qu'il y a eu la poursuite de la participation donc, de la vice-présidente américaine à l'époque, Barrett. Il y avait également poursuite de la participation des scientifiques américains à la rédaction des rapports. Et puis, il y avait également le rôle actif du point focal du GIEC pour les nominations, les sélections d'auteurs, pour la participer au processus de relecture. Et enfin, les diplomates américains étaient présents. Euh, donc, je ne sais pas à quel point ce webinaire est destiné à être communiqué, mais pour moi, ce qui était frappant au moment du premier mandat de Donald Trump, c'est que parmi les diplomates américains, beaucoup étaient très attachés à la réputation américaine dans le monde par rapport à la science et ont été très vigilants pour soutenir la qualité scientifique des rapports dans le cadre du GIEC. Mais à l'époque, je me souviens aussi très bien après les difficultés d'approbation du rapport sur 1,5 degré, c'était avant, je crois, l'élection de Donald Trump de mémoire ou juste après, 2018, non, c'était après. Donc le rapport avait été approuvé. C'était l'Arabie Saoudite qui était très difficile pendant l'approbation. Et c'est au moment de la COP24 que là, la diplomatie américaine, dans le cadre des négociations climat, s'était alliée à la diplomatie russe saoudi et koweïtienne pour enterrer le rapport dans le cadre des décisions elles-mêmes. Voilà, donc c'est l'exemple pour moi qui était le plus frappant, c'est-à-dire il y avait le rôle du GIEC qui était soutenu, le rôle de la science dans le monde et américaine qui était soutenu. Par contre, la distance, elle se manifestait dans le cadre des négociations climat. Et tout au long du sixième cycle, ce que j'ai aussi noté, c'est l'augmentation des tensions géopolitiques. Donc, on avait eu Covid, guerre en Ukraine, inflation, une approbation du groupe 3 du GIEC, et je pense que Céline, tu pourras en témoigner, qui a été très difficile. Ce n'était pas les États-Unis qui bloquaient le plus, il me semble, hein, de mémoire, c'était l'Arabie Saoudite et l'Inde, et une approbation du rapport de synthèse extrêmement difficile, notamment avec des diplomates, en l'occurrence américains, qui n'étaient pas les mêmes qu'auparavant et qui étaient plutôt engagés dans la guerre commerciale avec la Chine et qui se manifestaient aussi dans le cadre du GIEC. En tout cas, c'est la perception que moi j'en ai eue. Céline Guivard, que vous voulez apporter un peu d'eau au moulin sur cette période-là? Donc, comme Valérie, hein, je suis tout à fait d'accord qu'on est là face à une attaque enfin, absolument inédite dans les années récentes. Hein. J'ai pas une profondeur historique suffisante pour faire d'autres parallèles et vraiment une censure qui est ciblée sur certains domaines de recherche. C'est pas l'ensemble de la recherche, il me semble, hein. C'est vraiment les sciences de la santé, du climat, de la biodiversité et des inégalités sociales, enfin, sciences humaines et sociales qui regardent ces questions-là. Euh, c'est sans aucune mesure avec ce qui s'était passé dans le premier mandat. Il y avait eu, hein, moi j'avais des collègues dans un centre de recherche qui dépend de l'État fédéral qui avaient été licenciés parce qu'il y avait des coupes budgétaires au NCAR où donc le National Center on Atmospheric Research, qui avait une petite équipe de modélisateurs économistes de sciences humaines et sociales, et ils avaient tous été licenciés à l'époque. Mais là, on est dans une ampleur et dans une rapidité qui est absolument enfin, euh, violente. Et effectivement, pour ce qui est du GIEC, dans le fonctionnement de l'AR6, dans lequel moi j'étais impliquée, en tout cas, ce que j'ai vu en tant que co-autrice, c'est enfin, une implication scientifique américaine. J'avais plusieurs co-auteurs américains dans mon chapitre, dont d'ailleurs Kate Kelvin, qui est depuis devenue co-chair du groupe 3 pour la R7. Et donc, c'est elle Pardon. qui s'est retrouvée sans équipe. Excusez-moi, Madame Guivard. Oui, Est-ce que Anne-Laure Barrette pourrait couper son micro, s'il vous plaît? Madame Barrette, pouvez-vous Oui, couper tout de votre suite, micro, s'il vous immédiatement, plaît? immédiatement. Je ne sais pas Bon, ce qui m'a merci. échappé. Je suis confuse. Ça y est, on va s'entendre.
Et donc, effectivement, on est là dans une situation où on a une co-chair du groupe 3 du GIEC, donc celui sur l'atténuation, qui s'est retrouvé du jour au lendemain sans équipe. Donc toute son équipe a été licenciée avec interdiction de participer à l'assemblée plénière du GIEC qui avait lieu la semaine dernière. Voilà. Alors justement, est-ce qu'on peut rappeler le contexte un peu particulier au-delà de la situation nord-américaine? On est en train, celles et ceux qui participent aux travaux du GIEC et du septième cycle sont en train de préparer la production du septième rapport d'évaluation. Est-ce qu'on peut rappeler les différentes étapes, celles qui se sont passées, celles qui sont à venir? Où est-ce qu'on en est et quel peut être le potentiel de nuisance de l'administration américaine et des actions qu'elle prend? Qui veut jouer? Valérie Masson? Enfin, sauf si, Ami, tu veux Non, moi, il est évident que je suis moins compétente que vous sur la question du chèque, et, précisément en ce moment, et donc je vous laisse totalement la parole. J'interviendrai peut-être plus tard sur, mon avis, un certain nombre de choses qu'on avait commencé à comprendre du premier mandat de Trump, mais du point de vue plus général de son projet politique et géopolitique qui se confirme totalement aujourd'hui, mais dont on n'avait pas vraiment pris la mesure de façon générale. Alors, donc si je reviens, donc quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est le poids de la recherche américaine autour des sciences du climat, mais aussi du changement climatique au sens large. Donc sur la partie physique du climat, un rôle pionnier depuis des décennies historiques, au premier plan mondial sur les observations, la compréhension des processus, sur la modélisation. J'ai regardé sur les 5 dernières années, sur les publications scientifiques avec le mot-clé climate change, le nombre d'affiliations aux États-Unis, c'est 23% des publications, c'est à peu près autant que la Chine. Pour donner un ordre de grandeur, la France, c'est 5%, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, 9%. Hein, vous voyez le poids de la recherche américaine. Et Sabrina Speisch m'a confirmé que c'est à peu près la moitié du réseau océanographique mondial et 2 tiers de la flotte Argo qui fait le suivi de l'océan. D'où l'importance de ce qui se fait notamment avec des crédits fédéraux, donc via l'Agence américaine Océan-Atmosphère, les financements de la NSF sur un ensemble d'aspects. Et c'est là, en fait, où il y a des coupes brutales des licenciements de jeunes scientifiques, hein, notamment. Alors, si je reviens sur le fonctionnement du GIEC, donc, lors de chaque cycle, il y a donc une élection des membres du bureau du GIEC en session plénière par les représentants de tous les pays. Lorsque les pays présentent des candidatures, notamment de coprésidents, ils s'engagent à financer une unité d'appui technique, en anglais TSU, qui est un groupe de 5 à 15 personnes qui vont être recrutées sur contrat pour accompagner de manière logistique, opérationnelle, éditoriale et scientifique l'ensemble des activités de ce groupe. Donc l'organisation des réunions, le travail éditorial hein, sur les morceaux de chapitres, sur la collecte des commentaires de relecture et des réponses, simplement tenir compte même d'une forme de veille scientifique, identifier des incohérences. Voilà, c'est vraiment ce groupe-là qui... alors, l'analogie que je vais faire, c'est un peu comme si vous avez un ministre et puis un cabinet ministériel, vous voyez. Donc, les membres du bureau, c'est un peu l'équivalent ministre. Et s'il n'y a pas le cabinet ministériel, il n'y a rien qui est fait, en gros, concrètement. Hein. Donc, le fait que pour Kate Calvin, il n'y ait plus son unité d'appui technique, ça va rendre très compliqué tout ce qu'elle peut faire. Sa coprésidente malaisienne, Jo Pereira, a un petit groupe qui l'aide, mais beaucoup moins important que ce que les Américains avaient mis en route, avec notamment des personnes très expérimentées par rapport au GIEC. Alors, je referme cette parenthèse. Donc, pour chaque décision est prise en session plénière. Ce sont les sessions plénières qui vont décider, par exemple, des thématiques de rapports spéciaux. Donc, il y en a un qui est lancé. Ce sera le seul de ce cycle. Il porte sur les villes et le changement climatique. Donc, à chaque fois, pour un rapport spécial ou un rapport complet, il y a un cadrage, un brainstorming avec une centaine de scientifiques du monde entier qui vont définir des chapitres, une structure en chapitres avec des mots-clés. Et c'est ensuite approuvé en session plénière et c'est sur cette base que se fait l'appel à nomination d'auteurs parce que ça permet d'identifier quelles sont les expertises nécessaires
Donc c'est une étape importante. Avec en général un calendrier, c'est-à-dire quand on fait l'appel à auteurs, on définit les dates des réunions d'auteurs et la date de restitution d'approbation, ce qui permet en fait aux personnes de savoir dans quel cadre elles s'engagent à consacrer 30-50% de leur temps sur plusieurs années. Donc, ce qui est pour la R7, donc, il y a un seul rapport spécial sur les villes. La réunion d'auteurs, je crois, a lieu la semaine prochaine, la première. Ensuite, il y avait donc le cadrage des rapports principaux des groupes 1, 2 et 3 qui ont été faits, qui ont été approuvés laborieusement. Hein. Ça a été encore une session très longue. Le compte-rendu des observateurs extérieurs souligne 38 heures non-stop à la fin, hein, encore un débordement du temps, rien pour s'accorder hein, quasiment que sur la structure. Et surtout, l'immense difficulté qui est là, qui est que les pays n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le calendrier de publication des 3 rapports principaux. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que le bilan mondial de l'accord de Paris, le premier avait eu lieu à la COP 28 en 2023, le prochain est prévu en 2028, et si les rapports du GIEC ne sont pas rendus à temps, eh bien finalement, ce bilan mondial ne pourra pas s'appuyer sur ce que les négociateurs appellent Best Available Science, hein, en faisant référence notamment au socle scientifique reconnu par tous les pays que constituent les rapports du GIEC. D'autres rapports de l'UNEP ou autres n'ont pas en fait ce degré d'approbation, de relecture qui caractérise les rapports du GIEC. Et les points de tension consistent à avoir un certain nombre de pays qui voudraient avoir les rapports, en tout cas des groupes de travail, avant le bilan mondial. Ils considèrent que c'est faisable, notamment quand on regarde le plan de préparation de la R5, sans le contexte pandémique qui a rallongé le calendrier à R6. Et puis, il y a d'autres pays qui vont argumenter de besoin de plus de temps, notamment pour les chercheurs des pays du Sud. Donc, en arguant de l'inclusivité, à juste titre et parfois d'une manière, je dirais, artificielle, vise à décaler notamment le rendu du rapport du groupe 3, hein, parce que je crois que c'est celui-ci qui est le plus sensible, après le bilan mondial. Il est déjà acté que le rapport de synthèse sera après le bilan mondial. Alors, il y a eu en plus 2 autres difficultés sur cette session plénière. Il devait y avoir un rapport méthodologique du groupe spécifique sur les inventaires d'émissions, qu'on appelle le TFI, Task Force on Emission Inventories, sur les méthodologies associées à l'élimination de dioxyde de carbone, et qui a achoppé notamment sur un chapitre qui portait sur le recours aux méthodologies d'émissions liées à l'océan. Et puis, il y avait également une proposition de réunion d'experts, notamment portée par le groupe 1, sur les événements de fort impact et les points de bascule, et qui n'a pas été soutenue par la session plénière. Tous les autres aspects, il y avait un rapport sur les méthodologies pour l'adaptation et une autre réunion d'experts sur les méthodes d'évaluation, le recours au savoir autochtone et le recours à des technologies type comment dire, recension automatique ou outils d'intelligence artificielle pour préparer les rapports qui, eux, ont été acceptés. Est-ce qu'on peut, donc, si je comprends bien, pour l'instant, les États-Unis, enfin l'administration fédérale peut ralentir la production du GIEC, est-ce qu'elle peut totalement l'entraver? Alors en fait, ce que l'administration américaine fait là, c'est la chaise vide. C'est-à-dire pas la co-chair du groupe 3, mais ça n'a pas empêché que le groupe 3 a réussi à mener l'approbation de cette structure de rapport, donc ça c'est fait. C'est pas de diplomates américains présents. Et puis, c'est cette incertitude sur la capacité à démarrer le travail du groupe 3 s'il n'y a pas d'unité d'appui technique. Moi, je peux pas en dire plus, hein, je n'en sais pas plus à ce stade. Oui. Est-ce que simplement on Une peut... incertitude. Ceux qui sont les plus vocaux pour décaler le rendu du rapport du groupe 3, il me semble, c'est plutôt l'Arabie Saoudite et l'Inde. Si je regarde bien le compte-rendu que je mets en fait sur le chat de la réunion. Ce qui n'est pas tout à fait une surprise. Est-ce néanmoins, on peut imaginer qu'un gouvernement comme celui de Donald Trump puisse interdire à ses scientifiques de publier dans des rapports, dans des revues à comité de lecture sur les thématiques qui lui déplaient, au hasard, le climat, l'essence sociale que citait Céline Guivard. Est-ce que ça, c'est imaginable ou c'est du délire de journaliste?
Bah, la dernière fois, il y avait eu une sorte de novlangue, c'est-à-dire les collègues américains n'avaient plus le droit d'utiliser le terme changement climatique. Alors, ils parlaient d'adaptation, de résilience, d'événements extrêmes et tout le reste, mais ils n'utilisaient plus le terme changement climatique, donc ils ont fait profil bas, ils ont réussi à continuer pour certains d'entre eux. Heureusement d'ailleurs que la France avait fait un appel pour financer des scientifiques américains à l'époque, hein. Ça avait permis d'assurer une sorte d'asile pour certains d'entre eux qui ont ensuite continué leur parcours scientifique. Ce serait bien qu'il y ait une initiative de ce type maintenant, notamment vu les profils qui ont été licenciés, qui sont des gens brillants, bac plus 5, enfin thèse plus 5, hein, une trentaine d'années, qui risquent d'être perdus pour la recherche s'il n'y a pas en fait un cadre favorable, notamment en Europe pour certains d'entre eux. Euh, par ailleurs, moi, la chose qui est très inquiétante, c'est le message qui est envoyé notamment aux jeunes scientifiques, hein, c'est ce sujet-là, il n'est pas bon pour votre carrière. Éventuellement, on vous expose sur la place publique, donc il y a toute la méthode d'intimidation qui est présente. Est-ce qu'il y aura un financement des États-Unis pour les auteurs pour participer aux réunions par la suite? On ne sait pas. Et pour les publications, je ne sais pas à ce jour. Est-ce que les instituts de recherche européens sont en train de phosphorer pour voir s'il serait possible d'accueillir justement les jeunes chercheurs dont vous parliez? On a tout de suite en tête l'initiative qu'avait prise le gouvernement de la République française il y a quelques années, Make la planète great again, si ma mémoire est bonne. Est-ce que ça peut être une initiative prise au niveau européen, et est-ce que des instituts comme le CNRS et ses équivalents britanniques, allemands ou autres seraient prêts à accueillir ces chercheurs? Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a un embryon de réflexion. On en parlait ce matin avec Alain Fischer. Il y a un embryon de réflexion, ça concerne aussi des chercheurs brillants dans le domaine de la santé, par exemple, sur des risques nouveaux, infectieux. On n'a pas, moi, je ne connais pas d'initiative politique à ce stade. À titre personnel, je trouve qu'il y a beaucoup de réflexions sur l'Organisation européenne pour la défense. Peut-être que ce serait bien aussi de mobiliser le cadre européen, par exemple l'ERC ou d'autres, pour l'accueil de scientifiques, pour assurer une continuité d'opportunités, en tout cas, de rester dans la recherche scientifique pour des gens brillants qui seraient éjectés aux États-Unis. Je pense que d'autres pays peuvent être aussi intéressés, hein. D'ailleurs, la Chine, par exemple, qui a fait des offres à des gens spécialisés de USAID pour les recruter assez rapidement. Donc la réaction est rapide. Euh, Amidan, est-ce que la situation que nous a décrite, que nous ont décrite Valérie Masson-Delmotte et Céline Guivard peut avoir une influence sur les négociations climatiques, sujet que vous avez suivi pendant longtemps? Moi, je voudrais dire quelque chose d'abord, c'est que je crois qu'on n'a pas pris la mesure encore de l'attaque et de ce que représente la question climat, et de façon plus générale, la question climat, c'est un peu la mutation climatique. Et qu'est-ce que ça représente, la question des limites planétaires, la question d'une certaine façon qu'aujourd'hui, on prend de plus en plus conscience, à travers la question climatique, des limites écologiques de la planète et du fait que on ne peut pas, on ne pourra pas exactement assurer le bien-être et la distribution de biens à l'ensemble de la population de la planète dans les conditions actuelles. Et cette question, si vous voulez, donc cette négation de la question climatique, de la mutation climatique et de ses limites, c'est quelque chose qui s'est déjà exprimé chez Trump lors du premier mandat. Et je renvoie au livre, par exemple, que j'ai relu là ces jours-ci de Bruno Latour, qui s'appelle Où atterrir. Ce livre qui a été écrit et publié en 2017, c'est-à-dire vraiment 4-5 mois après vraiment la prise de fonction de Trump, du premier Trump, déjà insister énormément sur, je dirais, le lien entre trois choses, qui étaient d'un côté cette négation de la mutation climatique, d'autre
au sens large. Donc, climat, ça veut dire de façon générale, si vous voulez, le rapport des humains à leurs conditions d'existence dans la planète actuelle. Hein. C'est ça que ça veut dire. C'est pas simplement tel ou tel résultat précis des questions relatives au changement climatique. Deuxièmement, cette dérégulation économique, c'est-à-dire que la question de la fin de la globalisation avait, telle qu'elle s'était passée de façon libérale dans les 2 premières décennies du siècle, c'est quelque chose que Trump, déjà en 2017, avec un certain nombre de gens, avait pointé, avait mis en avant et sont, par exemple, déjà listés dans l'analyse de Bruno Latour. Et troisièmement, la question des territoires et des migrations, qui était déjà à l'ordre du jour lors du premier Trump. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça a été majeur dans la campagne de Trump pour sa réélection. Le problème des migrations stoppées et l'organisation des territoires. Donc, si vous voulez, il y a un ensemble de questions qui sont liées à l'état, au développement du capitalisme aujourd'hui, que Trump, avec ses acolytes, bon, on les connaît, les libertariens en particulier. Il y a plusieurs ouvrages qui sont parus récemment et auxquels on peut se renvoyer. Je suis sûre que Céline les connaît. Il y a des historiens, des gens qui sont à la fois économistes et historiens et qui analysent, comme le livre de Horin sur le capitalisme de la finitude et son opposition au capitalisme néolibéral et l'étape auquel on est arrivé aujourd'hui. Il y a aussi le livre de Slobodian sur la question du libertarianisme et des exemples qu'un certain nombre de territoires sans régulation économique enfin avec le minimum de régulation économique, comme Hong Kong d'abord, d'autres villes, Singapour, etc., et des endroits qui sont des plateformes qui jouent le rôle, qui sont fortement attractives pour ce pouvoir qui a pris le pouvoir. Enfin, pour ce groupe qui a pris le pouvoir autour de Trump, tout le monde sait maintenant qui est Peter Thiel, qui inspire à la fois le vice-président Vance et aussi Musk. Donc si vous voulez, tout ça, ça répond à un calendrier, enfin à un projet extrêmement profond et structuré de ce groupe. C'est pas un petit truc. Et que d'une certaine façon, je suis frappée par la description que faisait déjà un peu Bruno Latour et qu'il avait perçue. Et ceci est largement confirmé aujourd'hui. Donc c'est pas une petite chose. Hein. L'offensive que fait Trump aujourd'hui, géopolitique, y compris dans ses relations avec Poutine, avec l'offensive contre l'Europe, c'est-à-dire la relation plutôt de considérer qu'on va se partager le monde avec un autre empire autoritaire comme celui de Poutine ou d'autres, mais que la démocratie, finalement, c'est un frein au capitalisme, aux affaires, à l'enrichissement des 1%, etc. Bon, tout ça, je dis ça parce que je suis frappée du fait qu'il y a énormément de papiers extrêmement intéressants qui analysent la politique de Trump depuis 6 semaines maintenant, mais qui finalement, par exemple, notamment en France, dans divers papiers, y compris dans Le Monde, le journal Le Monde, le Grand Continental, et mettent peu en avant de façon vraiment importante cette négation de la mutation climatique qui est pourtant l'élément structurant derrière tout ce projet. Et je crois que ça, c'est pour prendre déjà la mesure du fait que c'est pas rien la façon dont il se comporte sur la question du climat. Bon, ça c'est une première chose, que je dis comme ça, que vous pourrez, sur lequel on pourra discuter si vous voulez. Mais il y a une deuxième chose sur la question des négociations que je voudrais dire, c'est que j'ai été frappée quand en 2017, enfin fin 2016 si vous voulez, tout de suite Trump a fait savoir à la première COP de Marrakech qui suivait celle
de Paris, qu'il se retirait. Et ensuite, dans les semaines suivantes, comme l'a rappelé d'ailleurs Valérie, les diplomates américains qui étaient démocrates, enfin ceux qui avaient été autour de Kerry dans la COP de Paris, etc., ils étaient vent debout. Ils se battent, enfin, ils exprimaient beaucoup de combativité, etc., pour essayer de repousser ça. Je suis frappée du fait que certains, par exemple Jonathan Pershing ou d'autres, là, ne disent rien. Alors, je ne veux pas juger. Peut-être que justement, ils ont peur. Ils ont peur. Il y a un climat. On a l'impression qu'ils sont tétanisés, totalement tétanisés. Ils n'osent pas en parler, etc. Et ça, et même selon un certain nombre de collègues qui sont plus proches d'eux, qui ont interagi avec eux récemment, ils disent, bah, finalement, dans la négociation climatique, c'est pas très grave parce que les États-Unis ne sont plus le premier émetteur mondial. Maintenant, c'est la Chine. Les choses sont lancées. Bon, le fait que les États-Unis prennent cette position, bah, c'est pas si important que ça. Je ne veux pas, je sais ça de deuxième main, donc je ne veux pas citer des noms. Mais voilà, c'est un peu l'ambiance. Euh, Or, évidemment, je suis en désaccord total avec cette idée que le fait que les États-Unis se retirant avec cette agressivité dont j'ai essayé de donner le soubassement tout de suite, ça ne va pas jouer dans les négociations climatiques. Maintenant, on sait aussi que Trump, d'une certaine façon, il s'en fiche sinon, on ne peut pas dire autrement, du Sud global, des pays en développement pauvre, etc. Sinon, il n'aurait pas supprimé USAID comme il vient de le faire, il n'aurait pas fait fi complètement d'un certain nombre de traditions, malgré tout, qu'avaient les États-Unis d'aide au développement, et y compris dans les programmes sanitaires, etc. Donc, voilà où on en sait, on en est. Et dans les négociations, c'est pour ça que nous, je suis avec Stéphane Aïpout, Jean Foyer et d'autres, dans un projet, mais qui était financé a priori par Brown University. Donc on ne sait pas du tout s'ils vont avoir l'argent, si même c'est envisageable. Voilà, on candidatait pour essayer d'aller à Belém, comment dire, observer la COP, comme on a pu le faire à Paris et dans certains autres cas. Il y a eu le projet de Hambourg qui a fait un rapport un peu d'anthropologie de la négociation à Glasgow, ou d'autres qui ont fait des travaux à Dubaï. Donc là, Belém est évidemment une COP qui a un enjeu énorme, parce que c'est 10 ans après Paris. En principe, on devait faire le point des négociations, de où est-ce qu'on en était des engagements et des émissions mondiales, etc. Bon, qu'est-ce que ce sera? Alors évidemment, on vient de dire que par exemple Milei en Argentine, et nous, plus tout le monde sait, avec des climatologues qui le savent encore mieux que moi, qu'ils sont en train de fermer des laboratoires de climatologie en Argentine. C'est vraiment là aussi une offensive d'une brutalité inouïe. Bon, donc ce pays, certainement que officiellement, il n'enverra pas de délégation ou s'opposera à cela de façon brutale. Et bon, on en est là, là, on ne sait pas très bien comment vont se. Donc, je crois que ce que je veux dire par là, c'est que tout ça est extrêmement politique. Et donc, ce qui se prépare aussi en Europe comme réponse éventuelle, possible, à la façon dont l'offensive que le gouvernement américain a fait contre l'Europe en lâchant l'Ukraine avec le fameux discours de Munich du vice-président américain, qui est quand même quelque chose d'inouï, eh bien, il faut faire rentrer le problème du climat dans cette contre-offensive européenne qui se discute un peu en ce moment entre les divers pays, qui peut-être vont se prendre en main et aboutir à quelque chose. On ne peut pas laisser le climat en dehors parce que c'est au cœur de l'analyse du pouvoir trumpien. Voilà ce que je veux dire, sans vouloir trop accaparer la parole.
Amidan, comment expliquez-vous le fait que l'administration Trump soit sortie aussi vite dès le premier jour de l'accord de Paris, mais pas de la Convention de l'ONU sur le changement climatique? Là, ils ont dit qu'ils se retiraient, hein. Oui, il Mais se ils l'ont pas retire. fait. Non, c'est pas fait, mais bon, ils l'ont dit, ils font alors, ils ont peut-être 50 000 chats à fouetter, donc voilà. Bon, maintenant, c'est sûr que, par exemple, il y a quelque chose à dire, c'est que s'ils se retirent de l'accord de Paris, il est clair que ceux qui auront le lead, et c'est déjà un peu le cas, ça sera la Chine, qui, dans la transition, évidemment, a investi beaucoup. Enfin, ça, on peut en discuter. Je suis pas la seule à être compétente ici sur ces questions. Mais il me semble que sur les marchés de la transition, dans la géopolitique de la transition énergétique, eh bien, les Chinois ont aussi énormément mis, avancé des pions, investi de l'argent, les renouvelables, etc., les marchés de la transition aussi pour les minerais, etc. Mais et tout ce et tout le terrain que désertent les Américains, évidemment, ça va être rempli par d'autres. Et je dois dire que moi, j'avais beaucoup de critiques à faire sur le processus de négociation tel qu'il s'était développé dans les dernières années, avec une sorte de passage de témoins aux pays du Moyen-Orient qui sont exactement, d'une certaine façon, ils s'inscrivent, même s'ils n'ont pas, parce ils ne sont pas, c'est pas des puissances du même ordre, mais ils s'inscrivent bien dans cette économie, ce tournant économique américain libertarien, où on a des places fortes complètement dérégulées, avec énormément de capitaux, mais aussi où la question climatique ou énergétique, elle est quand même vraiment mise à l'arrière-plan, ou camouflée sous bon, d'autres choses. Et donc cette direction des 3 dernières COP dans ces pays-là, bon, je ne vais pas développer ça maintenant, c'est pas l'objet de cette discussion, mais bon, il y a beaucoup de choses à en dire, hein. Merci, Amila. Je vous propose d'ouvrir maintenant la séance de questions-réponses et de la faire débuter avec Anne-Laure Frémont du Figaro. Anne-Laure, Oui, bonjour, vous m'entendez? oui, Parfait. Donc, je voudrais peut-être faire un round-up un peu de tous les assauts contre la recherche climat aux États-Unis ces dernières semaines. Déjà, est-ce qu'on en sait un peu plus sur le nombre de personnes qui ont été limogées dans ce domaine? Et quels sont les autres, voilà, je sais pas, des fermetures de laboratoires, des bourses qui ne sont pas attribuées, on a vu qu'il y avait des pages aussi qui étaient fermées. Est-ce que vous pouvez essayer de nous dresser un peu le tableau un peu plus complet maintenant de ce qui se passe concrètement? Merci. Valérie Masson-Delmotte, peut-être? Oui, donc sur les sites internet des départements de la Défense, de l'Agriculture, du Transport, de l'Énergie et de l'Agence de protection de l'environnement, les contenus liés au climat ont été supprimés. Ensuite, à la NOAA, l'Agence Océan-Atmosphère, il y a eu un licenciement brutal d'à peu près 800 scientifiques en période probatoire, dont d'ailleurs, en lien avec le GIEC, d'ailleurs, Sarah Coulet, qui était la directrice du programme sur l'acidification de l'océan, qui était une des autrices du rapport du groupe 2 du GIEC sur ce sujet. Donc dont par exemple, hein, les conséquences sont directes puisqu'il y a une interruption de lancer de ballons météorologiques en Alaska, ce qui va dégrader l'information pour la prévision météorologique en Alaska et ailleurs, hein, parce qu'on partage ces données au niveau mondial. Il y a un affaiblissement de la capacité à fournir des informations pour le littoral. Je crois que les personnes en charge d'alerte tsunami dans certains secteurs ont été virées. Et puis des personnes qui travaillaient directement avec les gardes-côtes, les pêcheries. Sur le financement de la recherche, l'agence de financement de la recherche américaine, la NSF, il y a eu à peu près 10% du personnel viré, mais comme ça a été jugé illégal, ils essaient de les re-recruter, mais sans d'avoir gardé leur contact. Donc la presse américaine fait état que 9 des directeurs de la NSF sur 10 hein, pour la recherche antarctique ayant été virés, ça désorganise toute la gestion des bases antarctiques américaines.
Le fait de bloquer des projets parce qu'il y a ces mots-clés qui sont recherchés, c'est un peu comme le macartisme, hein, enfin, Oui. comme une forme de censure. Ça bloque par exemple le démarrage de projets, le déblocage de financement de thèse. Donc moi j'ai déjà des signaux de jeunes scientifiques qui arrêtent, hein, qui cherchent autre chose, donc qui sont perdus pour la recherche. Ce que j'ai aussi noté, c'est que comme il y a une décision de baisser ce qu'on appelle les overheads, c'est-à-dire ce que peuvent récupérer les universités de financements fédéraux sur projet, ça va entraîner des gels de recrutement, des diminutions du nombre d'étudiants à tous les niveaux hein, dans les universités. Pour l'aide humanitaire et l'aide au développement, et puis l'arrêt du fonds vert, ça augmente les vulnérabilités au sud à tous les niveaux, face au changement climatique, les vulnérabilités maternelles, infantiles, hein, pour les personnes qui souffrent du sida. Alain Fischer, ce matin, faisait état de 500 000 personnes qui risquent de mourir, ne serait-ce qu'en Afrique du Sud, s'il n'y a plus l'accès aux traitements antirétroviraux. Il y a des arrêts de cofinancement pour la recherche scientifique au Sud, des projets de recherche et d'étudiants. Le programme américain mis en place il y a 40 ans de système d'alerte précoce pour les famines est interrompu en Afrique. Donc il n'y a plus l'information par satellite, etc., qui permet de se préparer lorsqu'il y a une information de risque de famine. Et il y a des inquiétudes hein, sur l'accès aux bases de données environnementales. Des inquiétudes. Je sais que là, par contre, du côté européen, il y a une préparation à avoir des sites miroirs pour ne serait-ce que préserver des données en matière de santé, en matière d'environnement à vocation planétaire. Pour la NOAA, on les menace de fermer, d'arrêter les contrats de location d'infrastructures clés qui hébergent les centres de calcul pour la prévision météorologique et les réanalyses climatiques. Ce qui, en fait, on sape le personnel et puis on attaque par les locaux. Enfin, c'est vraiment la science qui est ciblée. Les rangers des parcs nationaux, qui sont chargés de la protection des personnes, l'accueil et puis de la protection de l'environnement, 750 à 1000 licenciements, il n'y a pas de chiffre officiel, c'est des statistiques qui viennent directement des rangers. Et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment les sciences de la durabilité qui sont ciblées. Tout ce qui nuit au business as usual, tout ce qui étaye des cadres réglementaires qui vont avec une vision de la Maison-Blanche de dérégulation, donc qui vise à enlever toute la protection des milieux naturels, toute la protection en matière de santé environnementale, et puis qui veut freiner le développement de technologies propres, de l'efficacité, pour favoriser les énergies fossiles. Enfin, c'est quand même assez évident, cette cohérence, malheureusement. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est aussi une trahison de tout l'héritage conservateur américain. Ce sont les conservateurs aux États-Unis qui ont mis en place les parcs nationaux historiquement. Ils ont joué un rôle majeur dans le financement de la recherche, en santé, en sciences du climat, l'aide humanitaire d'ailleurs, hein, USAID, la mise en place même de l'EPA et son soutien, le cadre réglementaire pour la qualité de l'eau, la qualité de l'air. C'est quelque chose qui avait un soutien à partisans, je ne sais pas comment le dire en fait, hein, au cours du temps. Le GIEC a été mis en place sous l'administration Reagan dans les années 80. C'est ça qui est vraiment frappant, c'est que pour moi, ça relève d'une forme de sabotage qui va contre l'intérêt américain. Par exemple, perdre en qualité météo, enfin, un système d'alerte, mais qui va aussi en fait freiner la production de savoir dans le monde. Il y a le rôle américain d'endroits où vont se former des jeunes scientifiques, la capacité à former des jeunes scientifiques aux États-Unis qui va être affaiblie. Et, on voulait, Sophie de Villers de la Libre Belgique voulait savoir quelles conséquences concrètes ces premières coupes peuvent avoir sur la prévision météo, aussi bien au niveau américain qu'au niveau mondial et européen. Même chose pour les modélisations climatiques. Est-ce qu'on peut déjà faire une évaluation des dommages? Moi, j'en suis pas capable. Ce que je sais, c'est un article de Nature aujourd'hui qui fait référence au laboratoire qui s'appelle le GFDL, Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, là où il y a eu pas mal de licenciements de jeunes chercheurs financés par la NOAA. Donc, c'est un laboratoire de recherche fondamentale de l'université de Princeton qui joue un rôle depuis les années 50 sur le développement notamment de la modélisation, de l'observation, de la théorie, pour avancer la compréhension du climat. Donc, ils développent des modèles notamment utiles pour la société, la prévision pour les ouragans, météo, la prévision saisonnière, décennale, les modèles de climat à haute résolution. Et là, ils sont en phase de consolidation de leur nouvelle génération de modèles atmosphériques qui va être fragilisée.
C'est un exemple. Une question de Lola Dubois-Carme. Concernant le GIEC, d'autres pays que les États-Unis exercent-ils des pressions sur l'institution? Si oui, lesquelles et de quelle manière? Et que penser de la critique de certains pays du Sud qui estiment ne pas être assez représentés lors des réunions préparatoires au GIEC? Que recommandez-vous pour un prochain bilan mondial de qualité s'appuyant au mieux sur la science? Waouh. Céline, tu veux dire quelque chose? Plusieurs choses. Peut-être pour commencer sur les questions de représentation des différents États au sein du GIEC, à la fois dans les délégations au moment des assemblées plénières du GIEC pour discuter et approuver, ou bien enfin, le programme de travail ou les rapports. Il y a une question importante, récurrente de euh, capacité des délégations des pays les plus vulnérables, qui sont des délégations beaucoup plus petites et qui doivent aussi souvent partir, qui peuvent pas rester quand les discussions se prolongent et qui se retrouvent donc absents de la table des discussions au moment où les décisions se prennent. Et donc le jeu dans les négociations de faire durer les choses par un certain nombre de pays, on a cité l'Arabie Saoudite par exemple, nuit à la possibilité des pays les plus vulnérables de participer à la prise de décision. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, elle est sur la participation, la représentation de scientifiques de l'ensemble des pays du monde comme auteurs des rapports du GIEC. Là-dessus, il y a énormément d'efforts qui sont faits par le GIEC avec, dans le choix des auteurs, attention à la représentation géographique et où, au fil des rapports, il y a eu un progrès. On est quasiment à 50-50 aujourd'hui, avec néanmoins des difficultés pour les collègues des pays du Sud à participer à part égale, et particulièrement pendant la R6, pendant le Covid, où finalement des questions toutes simples d'accès à des connexions Internet fiables faisaient que c'était plus difficile. Donc il subsiste évidemment des difficultés de participation sur lesquelles il y a beaucoup d'efforts qui sont mis, et moi ce que j'ai pu voir dans la R6, c'est qu'on avait des collègues quand même de partout dans le monde et qui contribuaient très significativement. Donc voilà, il y a encore des progrès à faire, mais il me semble que c'est davantage au moment dans les délégations et au moment des assemblées plénières qu'il y a là une vraie difficulté qui est exacerbée par les pays qui font durer euh, les, euh, les négociations. Je crois que j'ai répondu qu'à une partie de la question, mais j'ai oublié le début de la question. Euh, mais je vois que Valérie veut compléter les éléments. Oui, en fait, on est un peu contraint par deux choses, par les communautés scientifiques qui existent, le vivier en fait, et par les nominations qu'on reçoit. Donc il y a tout un travail qui est fait par les bureaux du GIEC, les coprésidents, vice-présidents, pour compléter les nominations reçues, aller chercher en fait des scientifiques brillants de différentes régions sous-représentées, les mettre à bord. Ça, c'est un gros travail. Et par exemple, pour la R6 physique du climat, le chapitre où on avait le moins de scientifiques de pays du Sud, c'est le chapitre qui portait sur les rétroactions, la sensibilité du climat, la recherche fondamentale. Et en fait, ça reflète que dans le monde, c'est encore une recherche qui est surreprésentée dans les pays les plus riches, qui ont des satellites innovants, des systèmes de modélisation avancés. Dans certains pays qui développent leur modèle de climat, ils n'ont pas suffisamment de scientifiques pour pouvoir se permettre d'en consacrer un à la rédaction d'un chapitre, dans certains cas. Et donc, ça demande aussi de construire une recherche fondamentale sur le climat de haut niveau
dans toutes les régions, hein, pas simplement une recherche appliquée, régionale. Donc, c'est la même chose pour l'océan profond. Il y a des contraintes sur les communautés scientifiques. Après, l'autre chose que je voulais mentionner sur les sessions plénières, bah, il y a des pays qui ne font que monopoliser la parole pour ralentir tout le travail. Il suffit de regarder le dernier compte-rendu de la dernière session plénière, vous prenez le nom de certains pays au hasard, Arabie Saoudite et Inde, vous comptez le nombre d'occurrences. Je crois que Carrie Deprick et d'autres avaient mesuré le temps de parole d'intervenants lors de sessions plénières. Parfois, c'est 2, 3, 4 représentants qui monopolisent 80% de la parole. Et donc, du coup, tout est retardé. À la fin, ça dépasse le calendrier prévu. Les représentants de pays du Sud qui ont moins parfois de flexibilité, qui ont d'autres contraintes, la semaine d'après sont obligés de partir. Et puis, du coup, ils sont pas présents à la fin sur des sujets qui les concernent. Et ça, c'est inacceptable. Alors, une question peut-être un peu connexe, est-ce qu'on pourrait imaginer finalement pallier l'absence de scientifiques américains par l'utilisation plus intensive qu'aujourd'hui de l'intelligence artificielle pour élaborer, rédiger les rapports du GIEC? Alors, moi, j'ai testé un petit outil qui s'appelle Climate Q&A, qui a été conçu par une entreprise française d'intelligence artificielle pour naviguer dans les rapports du GIEC. Et donc, on a été utilisé pour tester simplement en allant naviguer dans les rapports du GIEC, est-ce que ça fait une petite synthèse correcte? Et au départ, il y avait des choses quand même très fausses, hein. Ça produit des formes d'hallucination. Ça met au même niveau tout. Par exemple, la légende d'une figure et une phrase d'un résumé pour décideur. Donc, on a aidé en fait à ce que ce soit mieux formé pour aller hiérarchiser l'information et puis la tracer en inventant au minimum en fait, hein. Donc, rien que ça montre les limites de l'exercice. Et ce sera, je ne pense pas en rien que ces outils remplaceront l'intelligence humaine, le jugement d'experts, l'évaluation de la qualité des éléments probants dans une publication, parce que c'est cela qu'on fait quand on rédige un rapport du GIEC. La qualité des éléments, leur cohérence, ça, on ne peut pas le faire de manière automatique. Par contre, pour faire des revues systématiques de littérature, objectives, pas biaisées par les chercheurs qu'on connaît, la communauté autour de nous, ce qu'on a déjà lu, là, je pense que c'est très utile. Et voilà, ça c'est ma perception. Et je pense aussi que certains outils automatiques d'analyse de commentaires, de relecture pourraient vraiment être intéressants pour arriver à distinguer notamment ce qui est mineur et ce qui est majeur, pour arriver à distinguer peut-être aussi de manière un peu systématique par page de document là où il y a les commentaires les plus polarisés ou clivants, parce que c'est ces parties-là qui vont mériter une attention plus approfondie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Annie ou Céline. Bon, oui, il me semble que c'est un peu deux questions complètement différentes. On ne va pas remplacer des experts extrêmement pointus sur un sujet qui ont voilà, enfin, une connaissance de la littérature et une capacité à en faire une J'écoute un truc. évaluation. C'est pour voir, tellement rare. Merci à Sophie de Ah, Non, mais il y a fermer beaucoup son- de ça parce que oui, je vous en contacte. il y a quelqu'un qui parle et Oui, mais là justement, rapport annuel, j'ai une question sur la partie. Sophie Della Musia, Ah, oui, pouvez-vous fermer votre mais- micro, s'il vous plaît? On compte 600 retombées de qualité cette année sur les Sophie! mentions du GIRAD Sophie, à voulez-vous vous l'international. taire? Moi, j'ai l'impression que 3500 mentions du GIRAD, Elle c'est entend pas! très international dans la phrase. Sophie! C'est tout compris en fait. C'est-à-dire. Donc c'est pas. Donc si j'enlève à international. Oui, sinon tu peux l'enlever, ouais. C'est plus clair. Oui, pour moi, ça comprend. Oui, tu peux. Ça comprend en ligne. C'est pour il y a- Ouais, ouais. C'est ça, hein. Ouais, ouais. Ok. Parce que les 600 retombées de qualité, c'est quoi? Elles vont être très francophones. Ah, ok. Elles vont être très francophones. Enfin, elles vont être que francophones. D'ailleurs, on pourrait dire retombées de qualité francophone. Voilà, c'est que tu les qualifies de. C'est celle qu'on sélectionne dans le panorama média. Elles sont plus valorisables. est-ce que quelqu'un peut couper de l'extérieur son micro? Le reste, Peut-être. c'est en arabe. Couper, Valérie? Moi, je peux pas, je suis pas Non, on ne peut administrateur. pas couper. La personne qui est host En tout cas, nous, on derrière sélectionne. le compte Mais, J'essaie JE. d'appeler Yannick pour voir. Oh, Oui, oui, on je pense que non, oui, non, oui, mais on ne peut pas oui. couper, mais je vais essayer de l'appeler. Ouais. Ok. Sophie, il faut couper ton micro. Ah.
Voilà. Non, je voulais répondre sur les questions d'utilisation de l'IA, va pas remplacer des experts du sujet et pas du tout pallier l'absence éventuelle de collègues américains. Par contre, on a une autre question qui est que la littérature ben, est de plus en plus volumineuse sur les sujets et donc à un nombre de personnes donné, ben, c'est de plus en plus compliqué d'évaluer de façon pertinente la littérature. Et là, il y a quand même de plus en plus en fait un rôle des communautés scientifiques à produire des articles de revues systématiques qui s'appuient sur des outils d'IA ou de machine learning, enfin, pour justement aller récupérer des corpus de données et en faire une première analyse mais c'est des choses qui se passent dans les communautés scientifiques, qui donnent lieu à des publications qui sont revues par les pairs, et ensuite les auteurs du GIEC peuvent s'appuyer sur ces revues-là pour construire l'évaluation. Il me semble que c'est plutôt comme ça que les choses se passent. Alors, une question de Laurent Miguet sur le rapport spécial des villes. Y a-t-il une piste à approfondir, y compris aux États-Unis, dans une reprise en main par les collectivités locales face à la déficience des États? Alors, c'est ce qui s'était passé sous Trump 1 avec l'action pour le climat. On a entendu moins de prises de parole cette fois-ci. Euh, Parce que je crois qu'il y a aussi des menaces de couper des financements fédéraux à l'échelle des États ou à l'échelle de villes ou d'universités. Moi, l'impression que j'ai, et ça fait écho aussi à une autre question, pourquoi il n'y a pas plus de résistance ou de manifestations ou d'autres choses? Il y a une immense inquiétude, hein. Moi, les témoignages que j'ai de collègues américains sont les suivants. Je demandais d'être viré, je suis viré, j'ai été humilié. Tout le monde pleure. Des directeurs d'instituts, d'universités qui, s'ils ouvrent la bouche en public, deviennent des cibles, hein. On les livre en pâture sur les réseaux sociaux de Trump, Musk et compagnie. Après, ils se baladent avec une cible dans le dos, c'est insupportable en fait, hein, à l'échelle individuelle. Certains pensent que c'est en se taisant qu'ils servent le mieux leur institution, en faisant le dos rond pour la protéger. Là, ce qu'on voit, c'est que venant de la base, et notamment des jeunes scientifiques qui n'ont rien à perdre et qui sont les premiers touchés, c'est eux qui montent le mouvement Stand Up for Science. Nous, on peut parler, on doit parler en défense à cette liberté académique qui est un garant de l'esprit critique, de la démocratie, de la pensée complexe. Il faut quand même le rappeler. Donc, pour ceux qui ne l'ont plus aux États-Unis, les chercheurs dans les agences fédérales, on peut parler pour eux, ils n'ont plus le droit de communiquer avec nous, hein. Il faut voir, interdiction de parler avec des scientifiques étrangers, d'échanger par mail ou WhatsApp ou quoi que ce soit, et ils ne le font plus. Donc ce côté-là, il me semble important. J'espère que la diplomatie des villes va continuer ce qui se fait dans le C40 ou les autres. Je pense que c'est une chance qu'il y ait ce rapport sur les villes en 2027, parce que là, il est engagé, il aura lieu, il sera publié. Parce que finalement, c'est pas non plus la même perception de peut-être polarisation politique. La ville, souvent, il y a un attachement des élus voilà, à des aspects liés au risque climatique, à la résilience. C'est aussi l'endroit où on articule adaptation-atténuation d'une autre manière. Donc, je pense que ça va peut-être renforcer la pertinence des rapports du GIEC à une échelle qui est celle de l'action, on va dire, disons, territoriale ou locale, à un moment où c'est important. Alors, une question d'Esther Amar. Puisque ce qui se produit n'est pas une surprise, voire le Project 2025, et que tout le monde s'y attendait, pourquoi ne pas avoir sanctuarisé le maximum de structures et de budget? Bah, c'est une vraie question et par exemple la NOAA, je crois, n'est pas attachée à un cadre, comment dire, de loi exactement qui sanctuarise ces budgets. Il faut voir en fait, hein, les dépenses que cela représente, c'est l'équivalent d'une tasse de café par an et par américain. Les bénéfices sont très largement supérieurs aux coûts sur les systèmes d'alerte précoce, sur l'aide à la gestion durable des pêcheries, tout le reste. Donc en fait, c'est ça qui est pour moi assez incompréhensible.
C'est une forme de sabotage. Je pense que l'idée, moi j'ai lu le projet 2025 de la Heritage Foundation que je connaissais bien sur le climato-scepticisme version 1. Donc le climato-scepticisme version 1, c'était le rideau de fumée, on laisse la science faire ce qu'elle a de mieux, on la laisse libre, et puis on met un rideau de fumée devant les médias, les décideurs, le monde politique et le grand public. Là maintenant, c'est ça qui est ciblé. Alors peut-être l'idée, c'est que euh, on peut tout privatiser. On peut privatiser la prévision météo. Et en fait, c'est assez faux. Parce que opérer des lancers de ballons, des radars, des campagnes océanographiques, mettre des bouées Argo et tout le reste, ça se fera jamais par un acteur privé parce que ce sera pas viable. Le travail de recherche fondamentale sur le développement de modèles de climat, c'est ça qui était, par exemple, aujourd'hui, à partir des réanalyses, le fait d'avoir l'entraînement de méthodes d'IA qui sont performantes sur la prévision météo, mais s'il n'y a pas le cadre de modélisation du climat qui est issu de la recherche fondamentale publique, il n'y a pas l'application par des acteurs privés. Donc peut-être que l'idée, c'est, voilà, il n'y a pas besoin d'État, on peut tout privatiser, mais en réalité, sur ces aspects-là, on a besoin d'une recherche publique, pas à but lucratif, et on a aussi besoin, c'est le deuxième volet, d'une coopération internationale. Et j'ai l'impression que c'est ce côté-là, en fait, qui est aussi rejeté dans une logique transactionnelle et commerciale. Alors, question peut-être pour Ami Dahan. Question de Célia Killeret d'Inter. Qu'attendez-vous de l'Europe face à ces attaques, pardon? Quelles peuvent être les conséquences sur la COP de Belém? Déjà, je pense que sur l'Europe, je crois qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui avaient été prises, par exemple en France, au moment où il y avait eu l'attaque en 2017 contre les scientifiques américains, qui n'a pas été encore réitérée cette année, enfin, face à la nouvelle offensive du gouvernement Trump, en France ou ailleurs dans les pays européens. Donc déjà, par exemple, ce que disait Valérie, accueillir un certain nombre de scientifiques, ce qui avait marqué, par exemple, l'intervention du président Macron en 2017. Il avait dit, on va accueillir, etc. Il y a des choses qui sont ouvertes. Bon, ça, pour le moment, c'est pas aussi clair du tout. Donc j'espère que c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette en avant parce que voilà, c'est quelque chose de très important. Et donc, il n'est pas exclu non plus, si véritablement les attaques se précisent et s'aggravent, de revendiquer auprès de la Commission européenne des financements spéciaux pour pallier à ce manque vis-à-vis des États-Unis pour la recherche en climat, océan et toutes ces questions très importantes là. Et ça, c'est pas exclu, puisque voilà, on dit qu'on va faire un certain nombre d'efforts en commun, etc. Bon, bah, je pense que ça doit faire partie un peu des choses essentielles qu'on défend, qu'on mette en avant et qu'on défend. Deuxièmement, alors les conséquences de Belém, je crois que là c'est trop tôt. On a vu que, enfin, on sait bien que les États-Unis font une offensive en règle contre un certain nombre d'institutions de l'ONU, des Nations Unies. Hein, voilà, ils quittent l'OMS, ils ne subventionnent plus telle et telle chose. Et, bon, je connais des cas où des gens qui avaient été classés pour des postes à l'UNESCO ou à la FAO, maintenant qu'ils sont américains, par exemple, on leur dit non. Il n'est pas question de vous prendre parce que, voilà, comme de toute façon, les États-Unis ne vont plus payer leur cotisation dans ces organismes. On voit bien que tout ça ne va pas fonctionner aisément. Euh, Bon, alors les conséquences pour Belém, je crois que c'est un peu tôt, dans la mesure où on ne sait pas très bien euh, enfin, il n'y a aucune stabilisation envisagée ou même perceptible encore entre les grands, si on peut dire, les grosses puissances euh, économiques et environnementales de ce monde. C'est-à-dire, bon, quand je dis environnemental, c'est que certains pays, on sait qu'ils ont une importance dans la question climatique, ne fût-ce que par leur démographie
extrêmement importantes. Par exemple, bon, l'Inde, c'est une grande puissance du point de vue environnemental par les conséquences d'un certain nombre de choix qu'elle va faire ou qu'elle ne va pas faire, comment elle va se positionner par rapport à la Russie, la Chine, les renouvelables, enfin, etc., etc. Bon, donc déjà, donc pour moi, je trouve que c'est un peu tôt pour dire comment ça va se passer. Je crois que les années récentes, en particulier en ce qui concerne la négociation, il y avait une sorte de... Bon, vous savez qu'on avait les choses importantes qui avaient été actées dans les années récentes, c'était quoi? C'était d'abord le fonds vert, les 100 milliards acquises en 2022 dans la négociation, après presque 20 ans où on les réclamait, on était encore à 83 milliards par an, etc. Mais c'est passé finalement à 100 milliards à Sharm el-Sheikh, je crois, hein, c'est-à-dire en 2022. Et l'année dernière en Azerbaïdjan, à Bakou, finalement, après enfin, des efforts très importants des ONG, un anti-occidentalisme très fort, il faut bien le dire, c'est-à-dire à la fois contre les États-Unis, mais aussi contre l'Europe, toutes les puissances coloniales, etc., elles doivent payer, elles doivent payer. Et il réclamait au départ 1,3 milliard par an, de milliards par an, c'est-à-dire 1 trillion 300 milliards par an. Bon, évidemment, le gap par rapport aux 100 milliards par an était absolument énorme. C'était comme multiplié par 13 la somme par an. Bon, il est clair que les pays, y compris européens, États-Unis, n'en parlons pas, bon, il n'était pas question qu'ils donnent ça. Ils ont refusé. Bon, ils se sont quand même entendus dans la négociation sur 300 milliards par an. Bon, je ne sais pas si c'est des choses qui véritablement vont être faites. Si par exemple, Trump va donner sa part, personnellement, j'en doute fort, étant donné qu'il a arrêté USAID, etc. Donc là-dessus, on va être... il y a une sorte de... Donc là je pense que les pays... Enfin, il faut quand même dire, enfin ça c'est mon analyse, que y compris l'Europe n'a pas fait ce qu'il fallait, me semble-t-il, d'un point de vue politique, pour prendre la mesure de ce que représentait la relation entre climat et développement pour les pays du Sud. C'est-à-dire n'ont pas eu de projet réel, les Européens, vis-à-vis des pays en développement pauvres depuis pas mal d'années, y compris en Afrique, sur des projets, etc. Bon, j'ai développé ça dans pas mal d'analyses et je crois que de ce point de vue-là, on ne sait pas comment ces gens, comment toutes ces délégations, tous ces pays vont réagir. On sait que là, pour le moment, ils sont attentistes à l'Assemblée générale des Nations unies. Finalement, il y a eu peu de pays qui ont voté directement avec la Chine, la Russie. La Chine, d'ailleurs, n'a pas voté cette fois. Elle s'est abstenue avec les États-Unis, pardon. Et puis, ceux qui votent avec la Russie, mais qui sont en très petit nombre, l'Iran, etc. Et puis, il y a eu énormément d'abstention dans les pays du Sud, qui ne se sont pas non plus ralliés à la position de condamnation de l'agression contre l'Ukraine. Donc voilà, aujourd'hui, me semble-t-il, c'est un peu tôt pour savoir qu'est-ce que ça va peser, mais ça ne peut pas aller, ça ne peut pas aller dans le bon sens. Peut-être que ce qui est sûr, c'est qu'à Bakou, on a vu que les pays du Sud restaient attachés au, au processus de négociation climatique. Je crois que ça, c'est incontestable. On l'avait vu aussi, d'ailleurs, 12 ou 13 ans avant à Cancun, quand, après le clash de Copenhague, eh bien, le processus climatique avait été pris en main par Madame Espinosa à Cancun et le Mexique, et que c'était reparti, alors que là, l'Europe on avait pris plein la figure, si on peut dire, et était un peu, voilà, les bras ballants en se disant on abandonne. Mais et voilà, dans ces années-là, l'Europe était mal. Il faut quand même voir que au moment de Rio en 2012, au moment du sommet, le deuxième sommet de la Terre,
20 ans après le premier, eh bien, l'Europe voulait créer une organisation mondiale de l'environnement, etc. Tout ça, ça a fait pchit. L'ensemble des pays n'en voulaient pas, n'en voulaient pas. Et bon, et le processus est reparti lentement et ça a finalement pour aboutir à Paris. Donc, je crois que c'est un peu tôt pour dire les choses, mais il est certain que les pays démocratiques européens, s'ils n'ont pas des initiatives sur la question proprement ensemble vis-à-vis vis-à-vis de la question climatique et de du poids qu'elle représente pour le développement des pays du Sud, bah, ils n'ont pas une tellement bonne presse en ce moment sur ces questions. Il n'y a eu aucune réaction aujourd'hui des grandes coalitions des pays du Sud, je pense au groupe des pays africains ou à Laos, J'ai par pas exemple. vu. J'ai pas vu. Moi, si je peux rajouter une chose, donc l'action pour le climat, elle se poursuit en Asie, elle se poursuit en Amérique du Sud, à l'exception de l'Argentine. On peut aussi, et puis au Canada, il me semble, on peut aussi mentionner que le S20, qui est l'équivalent du G20 côté scientifique, qui est piloté par l'Afrique du Sud, donc les Américains ont fait la chaise vide, mais l'Afrique du Sud, sa thématique, c'est changement climatique et bien-être. Ensuite, donc, dans le contexte international, ce qu'on n'a pas mentionné, c'est le jugement l'année dernière du tribunal de la haute mer qui a jugé que les gaz à effet de serre étaient des polluants pour l'océan, le CO2 et ses conséquences. Les délibérations en cours devant la Cour internationale de justice par rapport aux obligations des États, par rapport aux dommages au système climatique et aux droits humains dans notamment les pays les plus vulnérables. C'est vraiment intéressant de voir les auditions qui ont été faites par les différents pays du monde. Et moi, j'ai l'impression en fait que les États-Unis, ils veulent faire sécession de ça, de ce cadre juridique international, qui finalement, petit à petit, construit des obligations pour les États par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, et y compris, je pense, à venir sur leur commerce. Pour l'instant, c'est que les émissions territoriales, l'accord de Paris, mais on voit bien que ça n'est pas suffisant, et c'est ça qui est en jeu. Je veux également souligner qu'aux États-Unis, par exemple, là, il y a une dérégulation en cours des émissions fugitives de méthane liées aux énergies fossiles. C'est vraiment dangereux pour les communautés locales qui vivent à côté, c'est mauvais pour le climat. Souligner que les États-Unis sont le premier fournisseur maintenant de pétrole et de gaz de la France, hein, donc nous, on finance ces intérêts gaziers pétroliers qui eux-mêmes financent des think tanks, qui eux-mêmes financent les partis politiques qui détruisent les sciences du climat. C'est assez atroce, mais c'est un fait. Et la cible actuellement, c'est la cible politique grave. C'est la remise en cause un avis de l'Agence de protection de l'environnement, de l'EPA en 2009, qui s'appelle le Climate Endangerment Act, et qui avait considéré sur la base des faits scientifiques que les gaz à effet de serre, 6 gaz à effet de serre, sont considérés comme des polluants, c'est-à-dire dommageables pour le bien-être, la santé, les générations futures. Et en fait, c'est la clé de voûte de toute l'architecture juridique qui porte sur les gaz à effet de serre, notamment pour l'énergie et le transport aux États-Unis. Et donc, il y a plusieurs articles de presse aux États-Unis qui font état que le nouveau directeur de l'EPA a demandé à la Maison-Blanche de cibler, en fait, remettre en cause cet acte-là. Et donc, on voit bien l'ampleur de l'action qui est en cours, qui cible la recherche, qui cible les compétences de ces agences de réglementation environnementale, 65% de baisse de budget pour l'EPA, qui a joué un rôle moteur historiquement pour construire à base scientifique la protection de la santé des gens, et puis le cadre politique qui va avec. Est-ce que vous avez identifié en France ou en Europe des think tanks qui soient comparables à l'Heritage Foundation ou d'autres choses qui porteraient le même type de discours applicable cette fois au contexte de l'Union européenne? Moi non. Alors moi, je vous invite à lire un livre publié chez Oxford University Press qui s'appelle Climate Obstruction Across Europe, qui regarde dans 11 pays les acteurs, les méthodes, la remise en cause de l'action pour le climat, qui fait référence notamment à une coalition de think tanks qui s'appelle le réseau Atlas. Je vous invite à aller regarder de qui il s'agit. C'est assez prévisible en fait. C'est tous ceux qui s'opposent au cadre réglementaire, fiscal, environnemental. Je vous invite à regarder quels sont les Français qui étaient présents à l'ARC qui était à Londres récemment, qui est une espèce de coalition de mouvements
libertarien conservateur, je ne sais pas quel est le terme à utiliser en fait, hein. Voilà, donc il suffit d'aller regarder, on voit très bien qui est présent. Moi, je suis très inquiète quand je vois en France hein, qu'on réagit très peu quand symboliquement on mure des agences de recherche pour la santé, la biodiversité ou des organismes, des agences publiques ou pour l'agriculture et l'alimentation. Le symbole, il est horrible. C'est la même chose en fait, hein. On mure, on veut pas voir, on veut faire taire, on veut intimider. Et je pense que ça mériterait vraiment une réflexion collective hein, sur qui nous sommes en Europe, hein. Qui nous sommes, l'attachement à la protection de l'environnement, l'attachement aux faits, à la science, le soutien aussi à la liberté académique qui fait partie de ces choses-là. Justement, vous évoquez le soutien à la science. Il y a dans quelques jours une grande opération qui s'appelle Stand Up for Science. Est-ce que vous pouvez la présenter? Quels sont ses buts? Qu'est-ce qui va être dit? Mince. Je continue. Oui, donc en fait, c'est une initiative au départ qui vient de jeunes scientifiques américains qui en fait ont lancé cela pour le 7 mars. Donc il y a eu donc, cette initiative similaire en France qui se veut un soutien aux collègues américains, voilà, veut porter la description de cette situation qui est inédite, hein. Moi, j'ai essayé de regarder dans l'histoire les choses similaires en contexte démocratique. Il n'y en a pas en fait, hein. C'est à chaque fois dans des contextes idéologiques préoccupants en fait hein, que ça s'est produit. Euh, et donc, il y a un site internet, Stand Up for Science, qui a permis de recenser les initiatives qui se montent dans les différentes villes, les différents organismes. Donc, à Paris, il y aura une conférence de presse au Collège de France, et puis après une manifestation à partir de Jussieu, puis aussi des tables rondes à Jussieu. Je ne sais pas si certains veulent ajouter en fait des éléments de contexte. Le but, en fait, c'est de faire en sorte de réfléchir collectivement à la place de la science dans nos sociétés, la science au bénéfice de tous, l'importance aussi de défendre cette liberté académique qui est menacée de manière vraiment historiquement sans précédent aux États-Unis. Et puis de réfléchir à ce qui peut être mis en œuvre également pour aider les collègues américains, bien sûr. Y a-t-il d'autres questions, remarques, interpellations? Oui, peut-être. Euh, je peux, voilà. Et est-ce que, comment Valérie pourrait nous préciser dans cette initiative du 7 mars, hein, si, il y a des appels qui ont été lancés par des groupes comme le CNRS, le CNES, etc. C'est-à-dire des choses qu'on peut retrouver à échelle régionale. Euh, donc, en fait, il y a eu une tribune qui a été publiée dans Le Monde hier, hein, vous l'avez Oui, peut-être vue. oui. Ensuite, vous avez sur le site Stand Up for Science, donc moi je l'ouvre en temps réel pour la France. Donc, vous avez une carte hein, qui représente en fait les initiatives qui viennent vraiment bottom-up en fait, hein. Elles ne sont pas, elles ne viennent pas d'institutions scientifiques au départ. Mais elles sont souvent hébergées dans des cadres institutionnels, des tables rondes, dans des institutions scientifiques. Je ne sais pas ce que font les organismes de recherche sur ce sujet. Et on voit bien, comme aux États-Unis, que c'est une initiative qui vient de la communauté de recherche. Nous, on a tous hein, des collègues américains. Beaucoup de jeunes scientifiques français ont été formés aux États-Unis. On a des projets de recherche qui nous amènent voilà, à avoir cette coopération. Je pense que c'est ça le moteur. Euh, Ce que je veux également mentionner, c'est le communiqué de presse qui a été fait par l'Académie des sciences la semaine dernière. C'est assez rare. Il y a également eu un communiqué de presse de l'Académie d'agriculture qui est extrêmement inquiète sur les coupes pour l'aide humanitaire et les conséquences pour la faim, notamment dans les pays du Sud. C'est assez rare hein, de voir des académies prendre position à ce niveau-là. Et la dernière chose que je veux mentionner, c'est la grande inquiétude de nos collègues américains. Donc, il y a eu un message du président américain hier hein, de menace en disant si dans les universités il y a des manifestations illégales, je coupe les financements à l'université, j'expulse ou je mets en prison les agitateurs et les étudiants.
C'est une menace inédite qui est d'ailleurs en contradiction avec le premier amendement américain qui protège la liberté de manifestation et la liberté d'expression. Il y a une grande inquiétude, je pense, des universités américaines que ces manifestations à vocation vraiment pacifique soient instrumentées pour faire entrer la police dans les universités et puis donner lieu à une répression brutale. Une très très grande inquiétude. Si je peux me permettre, Oui, excuse-moi, les manifestations qui se sont produites à Columbia n'avaient rien de pacifique, elles étaient extrêmement agressives. Il y a eu de très fortes dégradations qui ont été chiffrées d'ailleurs des locaux. Ils se sont attaqués directement aux structures, ils se sont attaqués aux individus. On est là dans un registre qui malheureusement n'a rien à voir avec la contestation pacifique et avec la liberté d'expression. On est dans un Et autre là, c'est registre. pas Stand Up for oui. Science, on parle d'autre Ouais. chose. Ah, bien sûr, bien sûr. Là, il y a eu des Il y a un manifestations climat, récemment de mais soutien à la NOAA, à l'EPA et à d'autres, hum, notamment dans les communautés où il y a des pôles de recherche fédéraux qui hum, étaient parfaitement pacifiques. certainement. Je veux dire qu'il y a un climat particulier qui fait que ça s'est ajouté et que malheureusement, ils vont peut-être jeter le bébé avec l'eau du bain. Et c'est ça qui est le gros problème. C'est-à-dire partout où il y aurait contestation, justifiée ou pas, légitime ou pas, on risque d'être confronté à des attitudes radicales. C'est ce que je voulais dire en fait. Oui. Merci. Oui, on peut prendre la parole, je sais pas, non? Oui, bien sûr. Oui, Jean-Joseph. Non, moi, j'avais la même question que Dominique Martin-Ferrari, mais je vais regarder sur le site. Non, je voulais aussi signaler que, enfin, disons, Météo et Climat vient a aussi un communiqué de presse qui vient d'être mis. Donc, c'est la société savante dans notre domaine, voilà, on a fait un communiqué de presse également extrêmement clair. Alors, sur les aspects climat, effectivement, et on en discute beaucoup aussi dans d'autres cercles, bien sûr. Voilà. Et merci, moi, je voulais vous remercier de tous ces témoignages. Merci beaucoup. Voilà, bien sûr. Mm. Peut-être une dernière question. Ami Dahan a commencé à parler tout à l'heure du Moyen-Orient où le réchauffement climatique s'accélère, c'est vrai, peut-être un peu plus qu'ailleurs d'ailleurs. Est-ce qu'elle pourrait développer à quoi faisait-elle allusion quand elle disait qu'il y avait peut-être un lien avec l'offensive Trump sur la Non, non, science? Que j'ai mal compris, dites-moi. excusez-moi. Euh, non, non, je n'ai rien à voir. Je pense que les, le rôle que jouent les pays du Moyen-Orient dans l'ensemble du processus climatique est assez complexe, assez voilà. D'une certaine façon, je crois, et il a été en particulier de la part de Dubaï extrêmement habile. Puisqu'ils ont réussi à faire quand même la plus grande COP de l'histoire, avec 100 000 personnes en 2023, en ayant obtenu certains résultats d'ailleurs à ce moment-là. C'est la première fois que le mot fossile est entré dans les négociations directement, là. L'éléphant était dans la pièce, mais voilà, il a été nommé, etc. Il y avait beaucoup de délégations des pays. Mais bien sûr, il faut quand même savoir que les pays du Moyen-Orient, qui ont un PIB par habitant pratiquement le premier du monde, c'est-à-dire qu'il est à peu près 10 fois plus que les Américains. Et donc, et avec des émissions par tête absolument énormes, bon, eh bien, qu'est-ce qu'ils font dans cette négociation et quel est leur jeu politique là-dedans? C'est quand même, selon moi, grosso modo, de gagner du temps. Bien sûr, ils voient bien qu'un jour, il faudra sortir des fossiles, sans doute, etc. Et d'ailleurs, ils investissent dans les énergies solaires et principalement solaires et éoliennes. Mais en attendant, si on peut gagner 30 ou 40 ans, eh ben, c'est beaucoup mieux. Et c'est exactement, y compris avec l'Arabie Saoudite, le jeu qu'ils font et qu'ils ont fait, y compris dans les fameuses réunions de Houston chaque année au mois de mars aux États-Unis, où l'année dernière, ils ont exprimé avec aussi le PDG d'Aramco d'Arabie Saoudite, bon, que la transition était une plaisanterie. Parce que finalement, si on regarde à l'échelle de tous les habitants du monde, il y a
au moins 1,5 milliard de personnes qui consomment moins de 1,2 baril par an, alors que, évidemment, la moyenne américaine ou des pays développés, etc., est à peu près, je n'ai pas le chiffre en tête, mais des, multiplié au moins par 20 ou 30. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, ça, on le sait. Donc, on sait ça. Ils le font d'une certaine façon avec habileté et pas directement en ce qui concerne Dubaï ou etc., de brutalité, mais l'agenda, c'est quand même gagner du temps, faire de l'obstruction un petit peu voilà, repousser les échéances, etc., etc. Voilà la question. Et à part ça, ce sont des plateformes à l'échelle mondiale. Il suffit de lire, par exemple, le livre de Slobodian sur Dubaï, enfin, qui n'est pas sur Dubaï, qui commence justement à parler de ces lieux, ces trous à l'échelle mondiale, qui sont ça a commencé par des villes portuaires comme Hong Kong, Singapour et d'autres, etc., qui ont joué un rôle comme étant un peu des îlots, des paradis fiscaux, des lieux où on peut développer de façon hors État un certain nombre de développements très forts et qui, comme dans Oui, les choses, bon, bah, c'est vrai particulièrement de Dubaï, on le sait très oui, bien. oui, Michael, oui, oui. Pardon. Non, oui, attends, je t'arrête ici, J'entends mal. Gilles, il faut couper votre micro, Gilles. Non, mais c'était pas Jean Jouzel qui parlait? Non, c'était Gilles Ramsten. Ah, pardon. Mais merci beaucoup, Madame Daron. C'était vraiment très, très intéressant. Merci infiniment. Une question de Célia Kiré. Est-ce qu'il y a eu des prises de parole officielles, aussi bien du président du CNRS, de ministre de la Recherche, de président de l'université, j'imagine en France et en Europe? C'était un peu ma question, oui. Moi, je ne sais pas. Mm. Alors, peut-être. J'ai compris que les organismes de recherche ont mis en place une forme de veille pour arriver à comprendre les implications que cela aura, y compris sur les projets de recherche, hein, les partenariats en cours, mais je n'en sais pas plus. Mm. Alors, peut-être une dernière question, parce que ça fait 1 heure et demie que nous parlons, Ouais. mais on aura l'occasion de revenir sur le sujet. C'est une question de Florian Palvel. Si l'extrême droite française remportait les prochaines présidentielles, pourrait-on voir en France autant d'attaques contre la science, ou avons-nous, pardon, des structures et un cadre légal plus contraignants pour empêcher d'aller si loin? On peut dire quand même que le cadre légal des États-Unis était assez fort et il a été attaqué avec une violence incroyable. Alors moi, je vais le prendre de manière pragmatique. Donc, dans des pays où l'extrême droite est arrivée au pouvoir, que s'est-il passé? Brésil sous Bolsonaro, interdiction scientifique de parler, attaque sur la science. Mes collègues qui travaillaient sur le suivi par satellite de la déforestation étaient interdits de s'exprimer publiquement, etc., etc. Voilà, donc on a cet exemple-là. On a l'exemple argentin, catastrophique, hein, coupe drastique de budget, le CNRS équivalent démantibulé mis dans les régions et plus au niveau fédéral, plus au niveau national. Pas de réactualisation des salaires pour les fonctionnaires, les doctorants, dans un contexte de forte inflation. Donc, au bout de 4 mois, les doctorants n'arrivaient plus à payer leur loyer, donc arrêtaient. Ce dont on peut parler, c'est de la situation en Hongrie, pas terrible. Et puis récemment, du côté des Pays-Bas, donc forte diminution des budgets de la recherche, euh, obligation d'enseigner, sauf erreur de ma part, en néerlandais et plus en anglais, donc baisse d'attractivité directe, notamment pour les étudiants au niveau universitaire, master, etc. Donc là, c'est ce qui est en train de se passer. Je peux aussi vous inviter à lire, par exemple, le livre très intéressant qui décrit le CNRS sous Vichy, par exemple, Mm. dans un cadre historique français, quand l'extrême droite était au pouvoir. Voilà, la mise sous tutelle. Donc le CNRS conçu dans les années 30 pour être, comment dire, dans l'excellence scientifique, indépendant du pouvoir politique qui a été mis sous tutelle
à ce moment-là en France, et puis ensuite qui a été reconstruit justement en mettant en avant l'évaluation critique par les pairs, indépendamment voilà, du gouvernement, hein, vraiment pour chercher à recruter les meilleurs chercheurs avec une vision nationale par thématique, qui fait vraiment la force du CNRS. Voilà, c'est à réfléchir. À réfléchir quand on entend aussi les attaques récentes. Et Alors, moi, je suis très inquiète quand je vois des attaques qui ciblent directement des agences qui construisent sur la base de connaissances scientifiques un cadre de politique publique de réglementation. C'est vraiment très inquiétant. Donc, ça suscite peu de réactions. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais qui est vrai, enfin qui est absolument dont on a beaucoup d'écho, c'est que par exemple parmi à la NIH où il y a eu énormément de licenciements de jeunes, eh bien la proportion de femmes et de gens de couleur est énorme par rapport voilà, aux hommes blancs, je dirais. C'est-à-dire, Ah de oui. façon privilégiée, on a renvoyé les femmes et les personnes de couleur. C'est fou. Comme d'ailleurs les généraux 4 étoiles femmes. Mais ce que je voulais souligner, c'est peut-être, moi je vous invite à écouter le discours de J.D. Vance en 2021 devant l'Organisation nationale conservatiste américaine, qui déclare donc l'université est mon ennemi, le professeur est mon ennemi, et puis qui explique sa pensée. C'est vraiment important de comprendre en fait cette pensée-là. Moi, je voudrais dire quelque chose de plus pour rassurer Valérie. Je pense que si il n'y a pas de réaction pour l'instant et si on est dans une espèce de silence, c'est parce que les gens ont très peu d'informations sur ce dossier. Ça vient enfin, c'est depuis vendredi dernier, on va dire, que on mesure réellement l'ensemble des menaces, etc. Et vous qui êtes comment, dans un domaine des sciences et du réchauffement climatique, etc., et qui avez vu le temps qu'il a fallu pour que le grand public puisse enfin adhérer et comprendre ce que vous disiez, je pense que ce qui est en train de se passer actuellement par rapport à des universités, des pages web, des choses de genre, ne touche pas encore forcément le grand public et n'est repris que par les médias qui ne sont pas des médias de masse. Et Oui, je quand suis très reconnaissante à France Inter pour ce matin. voilà, mais c'est vrai que ça démarre, hein. Donc, Et je que pense la que c'est journée du important. 7 soit une grande journée et qu'on le reprenne maintenant un peu partout, quoi. Voilà. Et c'est important d'avoir aussi la profondeur historique, c'est-à-dire à quel moment, dans quel contexte on a attaqué la production du savoir, ou la diffusion du savoir. Euh, je pense à la révolution culturelle de Mao, Lysenko, l'Allemagne en 1933, etc. Enfin, il faut vraiment voir les contextes dans lesquels ça s'est produit. Le macartisme qui a ciblé les homosexuels et certains scientifiques à l'époque, dès qu'en fait on accuse les gens de ne pas être patriotes et qu'on attaque la capacité à faire des recherches, c'est très grave en fait. Mhm. une question de Julie de Coucy, qui souhaite que l'on revienne sur le cas de Catherine Calvin et du licenciement de la directrice du programme sur l'acidification de l'océan. Oui. Pourquoi l'ont-elles été spécifiquement ciblées? Donc, Kate Calvin, elle n'est pas licenciée, elle est toujours à la NASA, mais on a enlevé, on a interdit aux personnes qui avaient été recrutées pour travailler sur l'équipe d'appui du GIEC de continuer ce travail-là. Elles ont encore un salaire, je crois, pendant 1 ou 2 mois, mais elles n'ont plus le droit de travailler avec elles. Ensuite, pour la personne qui est directrice du programme d'acidification de l'océan, ce qu'il faut voir, c'est que les scientifiques des agences fédérales qui ont été virés, c'est-à-dire vous avez un mail, vous avez 1 heure pour dégager votre bureau et on vous dit votre travail n'est pas satisfaisant. Enfin, c'est ça. Donc, c'est les personnes qui étaient en statut probatoire. Donc, normalement, le statut probatoire, c'est la première année. Vous savez, quand on est fonctionnaire stagiaire, enfin l'équivalent. Ça a été prolongé à 2 ans. Du coup, il y avait plus de gens qui pouvaient être virés. Et donc, c'est des gens qui ont été recrutés depuis peu. Je pense que c'est parce qu'il y avait moins de risques juridiques, entre guillemets, par rapport aux licenciements non justifiés de fonctionnaires plus seniors qui ont quand même eu lieu et qui donnent lieu à des contentieux juridiques actuellement. Il y a un ensemble de contentieux, notamment portés par les syndicats des agents fédéraux américains. Ce qui horrifie également le public américain, c'est le fait que dans les mécanismes diversité, égalité, inclusion qui sont détruits,
Cela concerne aussi bon, les femmes, hein, on l'a dit, les personnes des minorités, mais aussi les vétérans. Et donc, c'est un sujet très vif, hein, le fait qu'il y ait un licenciement brutal de vétérans dans les communautés républicaines américaines. La mémoire. Mais donc, il y a un ensemble de contentieux juridiques, y compris sur le mandat qui est accordé à l'unité de Musk, hein, pour faire ça. Le fait de taper dans des budgets qui sont eux-mêmes des décisions du Congrès, ça fait aussi partie de contentieux juridiques. Bien sûr, ouais. On voit d'ailleurs pas beaucoup les parlementaires américains protester contre ça. Ben, il y a un effet de sidération, il me semble, et puis une très grande inquiétude. Une inquiétude que tout soit prétexte à aller plus loin, comme le 6 janvier il y a quelques années. Vous voyez ? Une question d'Audrey Garel du Monde. Donald Trump a supprimé le programme de la NASA destiné à la surveillance de la Terre qui diagnostiquait les gaz à effet de serre, mais aussi la pollution touchant la santé des populations, interrompant la continuité des observations et impactant négativement tous les pays associés. Peut-on développer? Moi, je n'ai pas d'informations sur ce point-là. Il me semble que c'est le point qui était mentionné dans le communiqué de l'Académie des sciences, si je ne me trompe pas. Moi, je n'ai pas d'informations sur cet aspect. Les liens sur les rapports, les communiqués de l'Académie des sciences et de l'agriculture sont dans le chat. Oui, oui. Moi, j'ai pas de connaissances précises sur ce point, donc je peux rien dire. Alors, y a-t-il d'autres... Mais il y a une inquiétude, hein, donc le rôle très important des Américains sur l'observation de la Terre, il est là, hein, océan, espace, Antarctique et le reste. Donc ça fait partie des inquiétudes très fortes que l'on a. Si les moyens de la NASA sont mis pour, comment dire, essayer d'aller vers Mars, au détriment de l'observation de la Terre, c'est mal parti en fait, hein, pour nous. Ouais. Sachant que si on va sur Mars, on dépendra de tout ce qu'on peut produire sur Terre, hein. Il y a beaucoup de CO2 sur Mars. S'il n'y a plus d'autres questions, je propose qu'on conclue au moins cette première séance en vous remerciant toutes et tous d'avoir participé au pied levé. Bien évidemment, l'AJE reviendra sur cette question. Nous aussi, on va veiller et en espérant que les prochaines nouvelles soient un tout petit peu meilleures. Merci à vous toutes et tous. Bonne soirée, à très bientôt. Merci.